C'est vrai que dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, la perspective interculturelle occupe le devant de la scène depuis un certain temps déjà. Non il y a tout un conglomérat d'expressions du type compétences interculturelles, savoir interculturel, conscience interculturelle, qui débutent, on pourrait dire, vers les années 2000-2001 avec le cadre commun de référence pour les langues. Alors là, il apparaît ces notions et en 2010, Baylan dit déjà que tous ces concepts explicitent plutôt ce qu'il faudrait faire que ce qui se fait réellement. Et même si cette citation a déjà une vie un peu longue, je crois qu'il y a quand même du certain dans cette expression. C'est vrai que l'interculturel traverse les discours des enseignants, les discours des manuels, les discours des spécialistes, et qu'il est rare de rencontrer des gens qui ne se réclament pas peu ou prou de cette perspective. Je dirais que l'interculturel apparaît comme facilement interprétable, politiquement correct et fatalement incontournable. Pourquoi est-ce que ça semble facilement interprétable? C'est parce que ça relève de l'évidence, d'une certaine manière, qui appartiennent à des langues cultures différentes. Et c'est vrai qu'on est déjà dans l'inter, qu'on est déjà dans ce dialogue, dans cette particule qui marque la confluence, la rencontre et aussi les limites de cette rencontre. Elle est politiquement correcte parce que c'est une notion qui revendique, d'une certaine manière, les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, qui sont les valeurs de nos sociétés, au moins dans la lettre. Et puis, c'est quelque chose de fatalement incontournable dans le sens que nos sociétés, ce sont des sociétés où la différence est constitutive du faire social. Et ce sont des sociétés où les migrations sont importantes, où la déterritorialisation des individus est très forte. Alors, donc, on fait l'expérience de l'interculturalité, de l'interculturel, on les fait un peu dans la vie quotidienne, tous les jours, dans les vécus de tous les jours. Mais cette notion ne surgit pas dans le domaine des langues étrangères. Non, effectivement, ça vient du social. Elle apparaît vers les années 80, 90, dans les sociétés à forte tradition, les sociétés d'accueil, de forte tradition d'accueil, et pour régler d'une certaine manière tous ces conflits, ces malentendus qui se produisent au sein de ces sociétés quand il y a des nouveaux arrivants qui proviennent de langues cultures très, très diverses et très lointaines par rapport à la culture d'accueil. Et alors on voit que cette perspective pourrait venir d'une certaine manière en aide de ces conflits, pour résoudre ces conflits, etc. Et ça va passer dans l'enseignement. Ça passe dans l'enseignement parce que la salle de classe devient d'une certaine manière un endroit privilégié pour travailler sur le développement de l'interculturel. C'est là qu'il y a la diversité, l'altérité dans toutes ces expressions. Toutes les classes sont d'une certaine manière pluriculturelles. Il y a ces différences qui se font sentir et il y a ce besoin de former des citoyens. Donc, parce que l'interculturel, c'est aussi un exercice de la citoyenneté. Les former à ces valeurs citoyennes, et bon, l'interculturel, c'est une manière de comprendre comment on peut vivre et travailler avec la différence. Il y a une belle phrase de Blanchet qui date déjà d'un certain temps, où Blanchet dit que l'interculturel, la perspective interculturelle, c'est plus une méthodologie, une manière de faire, une manière d'aborder la chose, un principe d'action qu'une théorie abstraite.
Hein. C'est pourquoi on le voit apparaître dans le réglage de conflits, dans la question de le vivre avec la différence, hein, travailler avec cette différence. Parce que travailler avec l'interculturel, c'est travailler avec ce qui se passe concrètement dans l'interaction entre des individus hein, qui appartiennent à des langues cultures différentes. Blanchet parle d'un choix éthique hein, et de déontologie professionnelle. Et je voulais revenir sur la question de l'interaction, parce que quand Blanchet parle d'interaction, il ne le dit pas, mais j'imagine qu'il fait allusion à toutes sortes d'interactions. Hein. On pense toujours aux interactions face à face, aux interactions orales ou les plus immédiates, mais il y a aussi ces interactions en différé, les interactions qui sont, disons, proposées dans le cadre de la lecture, par exemple, hein, où il y a des interactions de type écrit, différées dans le temps, etc. D'accord. Donc, on voit bien que l'interculturel, ce n'est pas du tout de la théorie hein, au sens abstrait, c'est plutôt de l'expérience, c'est plutôt du domaine du faire, du domaine de la pragmatique, hein, et que ce sont des expériences qu'on peut vivre dans n'importe quelle classe, hein, toutes les classes étant pluriculturelles hein, à leur manière. Et ça, c'est intéressant parce que là, il y a une autre contradiction. Normalement, tout le monde reconnaît la pluralité, la valeur intrinsèque de la pluralité. Personne ne conteste cette richesse, hein, la richesse de la diversité linguistique et culturelle. Mais parfois, cette même richesse hein, devient un inconvénient, devient une barrière pour le relationnel, hein, dans le domaine du relationnel. Et alors, ce qui intervient là, ce n'est pas du tout hein, la langue ou la culture en elle-même, hein, comme barrière, etc., mais les représentations que nous avons de ces langues, de ces cultures, hein, de ces langues cultures autres. Pourquoi je dis ça? Parce que on aurait tendance à croire que la perspective interculturelle vient résoudre toutes sortes de conflits, toutes sortes de problèmes, etc., de l'ordre du relationnel. Et c'est vrai que ce n'est pas comme ça, hein, que ça peut aider à comprendre hein, différentes situations qui sont régies par la différence, par la diversité, mais c'est vrai que ça ne résout pas hein, les problèmes d'une fois pour toutes. Et il y a un auteur qui s'appelle Tapernou qui dit que croire justement que la rencontre des cultures passe comme une lettre à la poste, hein, c'est une illusion pernicieuse. C'est clair que cette rencontre avec l'autre, ce n'est pas toujours de l'évidence, hein, ça ne passe pas, comme dit Tapernou, comme une lettre à la poste, hein, et qu'il y a toujours des conflits qui sont inhérents et que la perspective interculturelle ne va pas résoudre, mais qu'elle va aider à mieux comprendre, à mieux interpréter, etc. Et dans l'enseignement des langues, quels sont les problèmes qui se présentent vis-à-vis de l'approche interculturelle? Je crois qu'il y a plusieurs problèmes. Et, par exemple, on pourrait mentionner ce problème qui tient au fait qu'on cantonne la perspective interculturelle au domaine de l'enseignement de la culture, hein, de la culture étrangère, sans tenir compte que la perspective interculturelle est en fait une perspective transversale hein, qui traverse tout l'enseignement de la langue culture. Hein. Et à ceci, il faudrait ajouter une deuxième dimension, je pense. Le fait que pour tout ce qui est linguistique, hein, du domaine de la langue, alors là, on sait très bien quels sont les objectifs, ce qu'il faut enseigner, quelles sont les évaluations possibles, quelles sont les progressions hein, possibles, ce qu'il faut enseigner d'abord, après, etc. Mais ceci, dans le domaine de la culture, ce n'est pas tellement clair. Hein, et quand on veut remplacer l'enseignement de la compétence culturelle par l'enseignement de la compétence interculturelle, alors les choses sont encore moins claires. Hein. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de il semble qu'il n'y a pas de contenu, les objectifs sont plus ou moins
établie. Donc il y a ces problèmes qui tiennent donc à ne pas faire de la perspective interculturelle une perspective qui traverserait l'enseignement de l'ensemble, disons, de la langue. Je crois qu'il y a là un problème de formation, évidemment, ce serait un deuxième problème en tout cas. Un problème de formation des enseignants. Les enseignants, normalement, on a été formés à la perspective civilisationniste, à la perspective culturaliste, on enseignait la culture étrangère, les monuments, les personnages historiques, les métros ou la vie quotidienne, et comme si c'était simplement une accumulation de connaissances. Et comme si cette accumulation de connaissances pouvait d'une certaine manière donner lieu à des expériences culturelles ou interculturelles. Et alors, il y a quelque chose qui manque là. Les enseignants on est dans cette zone de confort, de la répétition un peu des modèles appris et des méthodologies apprises. Alors, changer cette situation, ça devient assez difficile. Si la perspective interculturelle, c'est une perspective situationnelle, intersubjective, dialogique, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe dans les interactions concrètes des individus. Dans des situations de communication concrètes où des sujets appartenant à des langues, cultures différentes entrent en contact. Et alors, on analyse ça comme n'importe quelle situation de communication. Et on tient compte de toutes sortes de paramètres qui sont des paramètres constitutifs de la situation de communication. Alors, parlons du lieu, parlons du temps, parlons des représentations, des valeurs, des positions occupées, des positionnements de chaque locuteur. Et alors, on voit bien que dans cette perspective, il y a une dimension qui est la dimension pragmatique, qui l'emporte sur la dimension accumulation de connaissances, la dimension ontologique, si vous voulez. Donc la culture de l'autre et la propre culture, elles sont là, elles sont au sein de la communication, mais non pas pour être décrites, pour être expliquées, pour être connues d'une certaine manière, mais pour fonctionner dans la communication. Et alors là, je trouve que ces changements de paradigme, il n'est pas encore très achevé dans l'enseignement des langues étrangères. Donc, pour moi, il y a là un problème. Un autre problème concerne, je pense, la place de l'enseignant. Cette question du natif-non natif. Puisqu'on cantonne la perspective interculturelle à l'enseignement de la culture étrangère, on imagine que le mieux placé pour enseigner la culture étrangère, c'est les natifs. Les natifs de n'importe quelle culture seraient les professeurs idéaux pour enseigner sa propre culture. Alors là, il est assez problématique aussi de penser ça parce que c'est une manière de connaître la propre culture qui est en jeu. Celui qui naît dans une culture, il ne réfléchit pas forcément à cette culture, il n'a pas appris les composantes de cette culture de manière... ce n'est pas une assimilation réfléchie, c'est une acquisition absolument spontanée. Alors, si on réfléchit à ce mode d'acquisition, ce mode d'apprentissage de la culture, c'est vrai que le natif n'est pas le mieux placé. Il y a une phrase là aussi de Bayram qui dit que les bons professeurs, ce n'est ni le locuteur national de la langue étudiée, ni celui qui enseigne cette langue en tant que langue étrangère, mais c'est lui qui est capable de faire saisir à ses étudiants la relation entre leur propre culture et les autres cultures, de susciter chez eux un intérêt et une curiosité pour l'altérer
vérité et de les amener à prendre conscience de la manière dont les autres, peuples ou individus, les perçoivent eux-mêmes et leur culture. Et je crois que là, c'est vraiment intéressant, cette idée de, bon, c'est ni l'un ni l'autre, c'est quelqu'un qui est capable de faire le pont entre les cultures en présence. Et finalement, l'établissement de contenu. Ah oui, ça, je pense que quand il faut faire un programme interculturel, il faut tenir compte de certains contenus qui n'apparaissent pas normalement dans les curricula. Il y a certaines notions qui sont des notions clés de l'interculturel, du type diversité, catégories universelles et particulières, représentation, stéréotypes, etc., informateurs, qui ne sont pas pris en compte dans les programmes et qui devraient devenir des contenus à apprendre et des contenus à enseigner à travers des exercices divers, des tâches offertes, disons, aux étudiants. Par exemple, la question des représentations, des stéréotypes, des clichés. C'est déjà admis qu'on appréhende la réalité par des représentations, et que ces représentations sont en même temps le reflet des objets et les activités, l'activité du sujet. Et que ces représentations peuvent être plus ou moins figées et aller dans le sens des stéréotypes, ou plus ou moins parfois vides de sens presque, et devenir des clichés. Bon, ça c'est vrai, mais travailler sur les représentations, travailler sur les clichés, faire de représentations, clichés, stéréotypes un contenu à enseigner ou à apprendre, c'est vraiment entrer de plein pied dans la perspective interculturelle. Un autre contenu qu'il faudrait travailler, à mon avis, c'est la question des catégories universelles et catégories particulières. On sait que dans toutes les cultures, il y a certaines catégories qui apparaissent, qui se répètent, qui sont récurrentes. La catégorie corps, relations personnelles, interpersonnelles, nourriture, etc. Alors, ces catégories universelles sont actualisées de différentes manières selon les cultures. Alors, on aurait à gagner à faire un travail plus que simplement descriptif, un travail interprétatif sur ces actualisations particulières des différentes catégories universelles. Il y a aussi le concept de diversité, la diversité linguistique, la diversité culturelle. Pour le cas du français, je pense à tous ces Français qu'on entend quand on jette un coup d'œil sur la francophonie, par exemple. Et pour combattre un peu cette représentation figée d'un seul français, d'un seul type de français, d'un seul français métropolitain, etc. Donc, je pense que là, il faut travailler beaucoup. Il y a une très belle phrase de Michel Serres qui dit que toute culture est métissée, tigrée, tatouée, arléquinée, et donc ça tient compte aussi de la diversité à l'intérieur d'une même culture, cette hétérogénéité qui doit aussi être enseignée. On parle de la culture française, de la culture argentine, de la culture sénégalaise. Bon, en fait, à l'intérieur de ces cultures, la diversité règne aussi, et alors il y a des divisions qu'on peut faire. On peut parler de la culture générationnelle, la culture professionnelle, la culture régionale, la culture religieuse. Et alors, tous ces paramètres pourraient indiquer que la diversité est absolument palpable, absolument identifiable. Une autre notion clé qui me semble intéressante pour introduire dans les programmes, dans les curricula, c'est la notion d'informateur. Un informateur, c'est un observateur qui est socialement situé par rapport à sa propre culture et à la culture étrangère. Il y a un adjectif pour qualifier les Français? Chauvin.
prétentieux arrogant, mais c'est une caricature, on le sait bien. Patriotique et triste un peu à Paris. Et ils sont sympas aussi. Moi, j'aime Paris et j'aime les Français. Les gens sont très gentils et très heureux. Alors, parler d'un observateur ou d'un informateur, c'est savoir que les discours de l'enseignant, les discours du manuel, les discours du copain, etc., sur la culture étrangère et sur sa propre culture, sont filtrés par les représentations, par les stéréotypes, par les clichés, par leur vision du monde, par les univers de pensée, etc. Et que cette réalité que le locuteur transmet, etc., n'existe pas en tant que telle, mais qu'elle est justement un produit de la subjectivité de celui qui la décrit, de la catégorise, la nomme. Cette notion me semble intéressante parce qu'elle permettrait de marquer et d'introduire aussi une autre notion, celle de l'omniprésence du point de vue. Ceci nous permet de nous rendre compte que la culture, ce n'est pas un bloc monolithique, qu'il y a des hétérogénéités et que on est porteur d'une parcelle de la culture. L'image, c'est plutôt une mosaïque des cultures qu'une culture monolithique et unique. Et alors, dans quel type d'exercice on pourrait inclure ces contenus? Il y a beaucoup d'exercices à faire avec les étudiants. Je dirais qu'il y a en principe deux types d'exercices. L'exercice pour s'informer et l'exercice pour interpréter. Évidemment, l'information est nécessaire et elle est première, si vous voulez, dans l'ordre ou dans la progression. Il faut pouvoir s'informer pour interpréter ensuite. Je pense par exemple, on pourrait amener les étudiants à déduire des informations sur la culture maternelle, sur la culture étrangère, à partir des noms des rues, des noms des monuments, les noms des stations de métro par exemple. C'est une manière de s'informer disons, à partir de tout ce qui est dans la vie quotidienne, un premier accès. Il faudrait travailler sur les images populaires, sur les symboles, sur les icônes, aussi bien de la culture maternelle que de la culture étrangère. Il faudrait aussi s'exercer, examiner par exemple des comportements, des habitus, du type horaire, loisirs, activités diverses. Pour interpréter, il faut relever les stéréotypes nationaux, les stéréotypes régionaux, faire des hypothèses sur les origines de ces stéréotypes. On pourrait analyser ces catégories universelles, le temps, l'espace, et comparer les bruits, par exemple, les espaces publics, les espaces privés, les distances, les étendues. Il faudrait dénaturaliser les faits culturels qu'on considère évidents. On considère évident, par exemple, tout ce qui est, je ne sais pas, au moins chez nous, dans nos contextes, les réunions familiales, les repas en commun, etc., les couleurs, l'utilisation des couleurs. Donc, il faudrait travailler à la dénaturalisation de tout ça. Il faudrait analyser des éléments de la quotidienneté la plus évidente, du type la maison, la distribution de la maison, par exemple. Ce n'est pas simplement de connaître le lexique de la maison, mais de savoir comment sont distribués les espaces, de pouvoir interpréter cette distribution d'espace, ce qui relève du public, ce qui relève du privé, etc. Les achats, la famille, la composition familiale, l'identification des particularités régionales, des particularités, des diversités linguistiques, des comportements, des habitudes, des visions du monde, etc. Alors, à partir de ces exemples, ce serait intéressant de pouvoir réfléchir à nos programmes d'études et revenir à l'idée de perspective interculturelle et qui traverse d'une certaine façon l'ensemble
des processus de l'enseignement-apprentissage, donc les contenus en général.